Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Ce dimanche, nous recevons le président Malick Gakou, président du Grand Parti. Bonjour et bienvenue, monsieur Gakou. Alors, pour briefer notre audimat, Malick Gakou, vous êtes docteur en économie, titulaire d'un master en commerce international, spécialiste de politique de développement. Sur le plan professionnel, vous êtes administrateur de société, ancien président du conseil régional de Dakar, ancien ministre des Sports, ancien ministre du Commerce et de l'Industrie. Et depuis le 17 août 2015, vous êtes le président du Grand Parti. A-t-on dit l'essentiel? Moi, je pense que vous avez pratiquement dit l'essentiel. Mais je tiens quand même à préciser deux aspects de ma vie extrêmement importants. C'est d'abord ma formation en Pologne et au sein du Warsaw School of Economics, mais surtout ma formation dans l'administration publique sénégalaise auprès d'un homme que je considère comme une référence exceptionnelle. C'est le président Famara Ibrahima Sagna qui m'a formaté et qui m'a mêlé dans la connaissance de l'administration publique de mon pays. Oui. Puisque quand je suis revenu de Pologne avec mon doctorat, il m'a recruté au Conseil économique et social, où j'ai été tour à tour son conseiller technique, son conseiller chargé des relations internationales et enfin son conseiller spécial. Oui. Je crois que cela est important. Cela m'a permis, après ma formation académique, d'avoir à côté d'un homme si expérimenté une expérience de l'administration publique de mon pays, ce qui fait que je ne peux pas manquer de souligner cet aspect de ma vie professionnelle. C'est pourquoi je tiens aussi à dire merci au président Sagna qui m'a tendu la main au moment venu. Et je pense que cela a été extrêmement important dans ma vie. Oui, merci pour ces précisions. Votre formation politique, le Grand Parti, ne participe pas aux concertations nationales. C'est connu de tous. Mais pourquoi affirmiez-vous que le dialogue est mal parti? Mais j'ai dit que le dialogue est mal parti et que le dialogue va nécessairement mal finir. Vous savez, en 2008, on a fait les assises nationales. Nous avons tous signé, y compris le président Macky Sall, la charte de bonne gouvernance des assises nationales. Et ensuite, le président de la République lui-même a institué la Commission nationale de réforme des institutions. Toutes les conclusions de ces importantes assises ont été jetées à la poubelle. Et ensuite, depuis son arrivée au pouvoir, le président de la République s'est signalé dans la gestion solitaire et politicienne de l'État du Sénégal. Puisque vous savez, il a mis l'acte 3 de la décentralisation sans aucune concertation. Et last but not least, le référendum du 20 mars dernier a été un référendum sans aucune forme de concertation, ni avec les partis politiques, ni avec les syndicats, encore moins avec la société civile. Je pense qu'on ne peut pas convoquer l'esprit d'un dialogue national dans un contexte où vous heurtez vous-même le concept de dialogue. Parce que le dialogue indique préalablement une concertation, une volonté commune de partager et ensuite de décision. Oui. Alors dans le cas d'espèce du référendum, bien évidemment, il n'y a pas eu de dialogue. En un mois, on nous a imposé un référendum sans dialogue. Et en un mois, les Sénégalais ont répondu pour dire que oui, nous ne sommes pas d'accord avec ce référendum en s'abstenant d'aller voter. Et je pense que le signal fort qu'il faut retenir de ce référendum, c'est que le président de la République, sur 35% qui ont participé, il en a eu 60% ou 65%. Je crois que ça, c'est un signal extrêmement important. Oui. C'est la raison pour laquelle nous pensons que si le président de la République a choisi la voie de la non-concertation avec la classe politique, pour prendre des décisions aussi importantes, il peut continuer à gérer son pouvoir et que l'opposition continue à s'opposer. Que jamais. Mais en fait, je pense que sur la forme, le dialogue était inapproprié, puisque lui-même il dit que le Sénégal n'est pas en crise, le Sénégal n'est pas en guerre, il n'y a pas de nécessité de dialoguer, alors que le vrai dialogue doit concerner les problèmes du Sénégal, les intérêts supérieurs de la nation sénégalaise. Et aujourd'hui, il y en a énormément sur lesquels on doit dialoguer. Et je pense que nous aurons l'occasion, au cours de cette émission, d'y revenir. Oui. Et comment réagissez-vous suite à la participation des partis d'opposition comme Bokk Gis Gis, Rewmi et AGPADS à la rencontre avec le ministre de l'Intérieur? Mais vous savez, c'est tout à fait normal que dans un espace de l'opposition sénégalaise où des partis politiques ont leur souveraineté, que chaque parti puisse, à travers ses instances, décider de la manière dont il faut apprécier la question de l'invitation du président au dialogue national. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas juger de l'opportunité ou non de ces partis de participer à ce dialogue. Ce que je sais, c'est que nous, au Grand Parti, nous sommes constants dans notre logique de ne pas participer à ce dialogue. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous ne participerons pas à ce dialogue. Maintenant, comment participer à un dialogue où on va parler de l'application des décisions d'un référendum que nous avons contesté? Nous avons contesté le référendum. Oui. Nous avons dit que nous sommes contre le Haut Conseil des collectivités territoriales. Je ne vois pas l'opportunité pour le Sénégal
d'avoir 7 membres du Conseil constitutionnel. En fait, ce référendum est un référendum budgétivore. Ce référendum est un référendum qui n'apporte rien au Sénégal. Ce référendum et ses conclusions n'apporteront pas grand-chose au Sénégal, n'apporteront rien du tout à la démocratie sénégalaise. Et ensuite, ce référendum va nous conduire à la mise en place d'institutions budgétivores qui vont encore grever le budget du Sénégal pendant que les Sénégalais et les Sénégalaises vivent dans la précarité et la pauvreté. C'est cela qui est inadmissible. Je pense que quand on crée des institutions, il faut se donner les moyens, d'avoir les moyens et les revenus de pouvoir satisfaire aux desiderata financiers de fonctionnement de ces institutions. Notre pays est un pays pauvre, notre pays est un pays qui vit dans la précarité. Tous les secteurs de l'économie nationale sont au rouge. Je crois que c'est inadmissible de considérer que le Sénégal puisse se permettre d'avoir encore de nouvelles institutions, 150 hauts conseillers qui vont encore constituer une nouvelle institution. Qu'est-ce que cela peut apporter à notre démocratie? Mais absolument rien. Qu'est-ce que cela va apporter? Mais vous savez que nous avons une Assemblée nationale de 150 membres. Nous avons un Conseil économique et social environnemental de 120 membres. Maintenant, nous allons avoir un Haut Conseil des collectivités territoriales de 150 membres. Oui. Mais est-ce que vous savez vous pensez que le Sénégal a la capacité d'avoir 400 parlementaires et associés? Mais ce n'est pas possible. Nous sommes un pays de pratiquement 13 millions d'habitants. Cela est inadmissible. Ça sert jusqu'à caser de la clientèle politique. Et vous savez, on ne peut pas continuer dans un pays où la pauvreté est galopante, dans un pays où les jeunes chôment, dans un pays où les entreprises ferment, dans un pays où le monde rural est en jachère, dans un pays où aucun des secteurs vitaux de l'économie ne marche, commencer et terminer par créer des institutions à l'emporte-pièce qui n'apporteront rien du tout au développement économique et social de notre pays, à l'affermissement d'une croissance solide, une croissance qui donne le bien-être social des populations et qui permet de résorber les graves crises dans le domaine de l'éducation et de la santé. Oui, mais pour comprendre leur attitude, n'est-ce pas une bonne stratégie d'aller se plaindre là où il le faut, en tenant une séance avec le ministre de l'Intérieur? Mais on n'a pas besoin de cela. Nous sommes dans notre rôle d'opposant et l'opposition, c'est une force d'alternative. C'est la raison pour laquelle nous restons dans notre position d'opposant et l'opposition que nous incarnons est une opposition républicaine de propositions, de contre-propositions et de critiques. C'est la raison pour laquelle nous restons à notre place, le pouvoir gouverne, l'opposition s'oppose en créant une alternative et nous pensons au sein du grand parti créer avec l'opposition les conditions de cette alternative. Mais puisque la quasi-totalité de l'opposition a rejoint ces discussions, peut-être cela peut vous pousser à revenir sur votre position. Non, vous savez, nous avant de prendre des décisions, on réfléchit par rapport aux intérêts du Sénégal. Ce n'est pas le grand parti qui est en jeu. Ce n'est pas Malick Gakou qui est en jeu. Ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas le pouvoir. C'est les intérêts supérieurs du Sénégal. Quand vous mettez les intérêts supérieurs de votre pays en face de vous, rien ne compte. Rien n'est plus important. C'est la raison pour laquelle, en mettant les intérêts supérieurs du Sénégal devant nous, nous avons pensé que cette concertation, ce dialogue est inapproprié et ce dialogue n'est pas à sa place. Et en plus, ce dialogue a très mal démarré et il va terminer mal. Parce que vous savez, on ne peut pas demander à la classe politique, aux syndicats, à l'ensemble des forces vives de venir dialoguer de tout et de rien. La preuve, quel est l'agenda de ce dialogue? Aujourd'hui, on nous parle de dialogue politique. Est-ce que le dialogue est social? Est-ce que le dialogue est culturel? Est-ce que le dialogue est scientifique et technique? Est-ce que le dialogue est sportif? On n'en sait rien du tout. Pour le moment, nous avons dit dialogue et plutôt dialogue politique. Donc vous mettez dialogue politique en lieu et place d'un dialogue national. Vous savez parfaitement que ce dialogue n'a rien de national, puisque le dialogue national doit tenir compte des intérêts supérieurs de la nation. Et ce dialogue national a été déjà fait par la classe politique, par les forces vives de la nation, à travers les assises nationales. Les assises nationales ont été un moment extrêmement fort de l'histoire de notre pays. Et à travers les assises, les conclusions des assises, à travers la charte de bonne gouvernance, ont indiqué la voie à tenir. Mais bien évidemment, quand on ne tient pas compte de ces conclusions et qu'on revienne encore pour dire encore il faut dialoguer, qu'est-ce que le dialogue peut apporter plus que n'a apporté ou n'ont apporté les assises nationales? Mais absolument rien. Pourquoi ne pas discuter du code des partis politiques puisque c'est inscrit dans les points à débattre? Mais vous savez, tout cela a été largement et longuement débattu au sein des assises nationales. Les assises nationales, quand même, c'est le substrat de la société sénégalaise. C'est des consultations citoyennes. Il ne s'agit pas d'appeler le dialogue national. Ce n'est pas seulement les partis politiques. Le dialogue national, je suis désolé, ce n'est pas les syndicats. Le dialogue national, c'est le peuple sénégalais. Et vous savez que les assises nationales ont pris le temps de faire de la consultation citoyenne le moteur de sa décision. C'est la raison pour laquelle, en consultant le peuple et en recueillant les positions du peuple sénégalais sur des questions vitales en ce qui concerne son avenir, les conclusions des assises nationales devraient nous permettre de les appliquer et de trouver un consensus fort sur la base
des vocations que nous voulons mettre en exergue pour assurer à notre pays les bases de son développement économique et social. En parlant de consensus, lors des échanges, Abdoulaye Daouda Diallo a été récusé par les opposants, même si Modou Diagne Fada s'est démarqué en disant qu'il est impossible d'opérer des fraudes sur des élections au Sénégal. Le reconnaissez-vous en tant que ministre de l'Intérieur? Mais bien évidemment qu'il est le ministre de l'Intérieur, c'est pas à moi de le reconnaître, c'est le président de la République qui l'a nommé, il est ministre de l'Intérieur. Mais et puis le problème, c'est pas Abdoulaye Daouda Diallo. Vous savez, moi, je suis contre la personnalisation du jeu politique. C'est le ministre de l'Intérieur qui s'appelle Abdoulaye Daouda Diallo, qui s'appelle Malick Gakou, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est qu'au Sénégal, on doit organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Est-ce que, avec un ministre de l'Intérieur, maire, membre d'un bureau politique, d'un parti politique, nous sommes en mesure d'avoir des élections libres, démocratiques et transparentes? C'est ça la question. Je pense que les différentes évolutions du système politique sénégalais, avec la mise en place de l'ONEL, même de la Sénat, et peut-être même la mise en place de ministres en charge des élections, tout cela montre le caractère évolutif de l'approche que les pouvoirs publics ont eu par rapport à la question électorale. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un problème de confiance entre l'opposition et le pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous pensons que l'organisme le plus approprié à mettre en exergue toutes les potentialités démocratiques de notre pays, c'est une commission électorale nationale indépendante. Pourtant, il a donné l'exemple des locales avec Dakar qui a été gagné par Khalifa Sall. Mais vous savez, mais personne n'a jamais dit que c'est pas parce que le ministre de l'Intérieur organise que l'opposition ne peut pas gagner. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, les pouvoirs successifs au Sénégal ont toujours perdu quelque part des élections et ont perdu même des élections au niveau national. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est le problème de la confiance. Vous savez, la confiance par rapport à un système électoral doit être établie au sein de la classe politique. S'il y a plus de confiance, c'est parce qu'il y a des motivations. Et ces motivations, si elles sont comprises dans le sens de déséquilibrer la vision des forces politiques par rapport à la transparence du processus électoral, je pense que ce qui est normal, c'est de mettre en place les instruments à même de permettre au processus électoral de se tenir dans un cadre équidistant des forces politiques, particulièrement, et également un cadre équidistant de l'ensemble des forces vives de la nation, pour permettre à celles-ci de pouvoir apprécier à juste valeur les décisions qui sont prises par cet organisme. Oui. C'est pourquoi l'opposition milite pour la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante. C'est pourquoi nous, grands partis, nous sommes aussi dans cette dynamique. Et je suis persuadé, le président de la République déjà, dans ce dialogue qu'il dit appeler, il donne une réponse par rapport à cette question. Quand les gens l'ont interpellé, la classe politique l'a interpellé sur la mise en place de la CENI, automatiquement, il dit non, il n'y aura pas de CENI. Mais c'est quoi ce dialogue? Le dialogue, on est supposé que les partis politiques, la classe politique, se retrouvent, discutent potentiellement du système électoral et trouver les mécanismes à même de garantir au Sénégal des élections fiables, des élections crédibles, des élections libres, démocratiques et transparentes. Oui, sur les 12 points qui feront l'objet des discussions, dont l'aboutissement sera un code des partis politiques, quelle est votre approche là-dessus? Mais vous savez, moi, je dis bien que je suis persuadé que le pouvoir cherche, il a un calendrier, le pouvoir a un calendrier. Et je crois que le dialogue national, tout le monde sait que répond à des objectifs de politique politicienne. Et c'est la raison pour laquelle je suis persuadé que dans les jours à venir et dans les semaines à venir, il sera clairement établi, bien évidemment, que le pouvoir établit son calendrier pour juste faire du saupoudrage. En réalité, il n'y a rien qui va changer. Mais saupoudrage pour faire... Qu'est-ce qu'ils veulent masquer? Non, il veut endormir l'opposition. Le pouvoir veut endormir l'opposition. C'est ça l'objectif. Le pouvoir aussi a des objectifs derrière que tout le monde peut deviner. Mais je pense les retrouvailles de la famille libérale. Mais vous savez, moi, je ne veux pas être dans la tête des gens, mais ce qui est important, c'est que je suis persuadé que dans les semaines à venir, il sera clairement établi que le pouvoir avait un agenda. Mais le seul agenda valable, le seul agenda crédible, c'est l'agenda du peuple sénégalais. C'est la défense des intérêts supérieurs de ce peuple. Oui. C'est comment faire en sorte que les Sénégalais puissent bien vivre, que les Sénégalais puissent se soigner, que les Sénégalais puissent travailler et que les Sénégalais puissent avoir des revenus à même de satisfaire à leurs besoins fondamentaux et d'être une société de prospective et d'avenir. C'est ça le problème. Et nous aurions pu dialoguer sur ces questions. Dans un pays où, dans tous les secteurs, il y a des grèves. Dans un pays où, dans tous les secteurs, les Sénégalais rencontrent des difficultés incommensurables. Je crois qu'il y a de la matière pour discuter de ces problèmes fondamentaux de la survie du peuple sénégalais face aux mutations internationales. C'est la raison pour laquelle nous pensons que ce dialogue est un dialogue inapproprié, puisque s'il était un dialogue de politique, si c'est un dialogue de politiciens, si c'est un dialogue entre hommes politiques, on aurait pu ne pas faire tout cet armada de show inutile à même
de rendre incrédible la classe politique sénégalaise, et c'est vers cela que nous conduisons à travers ce dialogue-là. À vous entendre parler, le grand parti est catégorique, il ne va pas participer à ces concertations. Nous n'allons participer à aucune phase de cette concertation, puisque nous pensons que ces concertations sont totalement en déphasage par rapport aux intérêts supérieurs du peuple sénégalais. Oui, en parlant du mieux vivre des Sénégalais, on vous a vu rendre visite au syndicat d'enseignants. À ce titre, sur quoi les échanges ont porté? Mais vous savez que le gouvernement du Sénégal a signé le 17 février 2014 un protocole d'accord avec les syndicats d'enseignants. En 2015, il y a eu beaucoup de procès-verbaux de rencontres entre les syndicats et le gouvernement du Sénégal. Mais aucun aspect et du protocole et des procès-verbaux entre le gouvernement et les syndicats n'a été respecté. Les syndicalistes aujourd'hui ne demandent absolument rien de nouveau. Je crois qu'aujourd'hui on fait un mauvais procès aux enseignants. Les enseignants n'ont rien demandé depuis 2014. Les enseignants, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on applique les conclusions qui ont été signées entre le gouvernement et les syndicats. Pourtant, on leur taxe de non-patriotes. Mais c'est ça. Vous savez, comment on peut taxer un enseignant de non-patriote? Je crois que le premier patriote dans un pays, c'est les enseignants. Puisque eux, non seulement c'est des enseignants, mais c'est les formateurs. C'est eux qui détiennent les clés de l'avenir d'un pays, qui détiennent les clés de l'avenir de la nation. Si ils ne sont pas patriotes, qui est patriote? Je pense que ça, c'est des accusations, à mon avis, à l'emporte-pièce. Ce qui demande constant. Le gouvernement doit respecter ses engagements. Mais le gouvernement peut ne pas respecter ses engagements, mais le gouvernement doit appeler les enseignants, discuter avec eux et trouver encore une fois une plateforme de corrélation et de soustraction de tel ou de tel autre problème, des engagements qui ont été déjà souscrits. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On assiste à un harcèlement, on assiste à des intimidations. Je crois que cela est inadmissible. C'est pourquoi ce matin, j'ai demandé ce matin, en tout cas aux enseignants, de garder leur sérénité. Et j'ai été particulièrement séduit par le sens de responsabilité des enseignants. Parce qu'ils m'ont dit que notre problème n'est pas de dire qu'on va saboter l'école sénégalaise, puisque c'est notre instrument de vie. C'est l'instrument de vie de la nation sénégalaise. C'est l'instrument d'avenir de ce pays-là. Nous ne pouvons pas saboter l'école, mais ils disent, nous, ce que nous voulons, c'est d'avoir un interlocuteur. Et notre seul interlocuteur dans ce domaine, c'est l'État du Sénégal. C'est pourquoi j'ai dit ce matin que personne ne doit avoir tort, personne n'a raison. Ceux qui ont tort ou ceux qui ont raison doivent s'asseoir autour d'une table pour régler ce problème au grand service du peuple sénégalais, de son intérêt, et son seul intérêt dans cette affaire, c'est l'intérêt de sa jeunesse. À votre niveau, que comptez-vous faire? Mais je vais tout faire. Vous savez que c'est des démarches diplomatiques que nous allons entreprendre. Je ne vais pas le dire ici, mais j'ai pris l'engagement ce matin d'entreprendre des actions diplomatiques et souterraines pour essayer de créer les conditions d'un déclic, du dialogue entre les enseignants et le gouvernement. Je pense que ce dialogue-là est tout à fait indispensable. Je pense que ce dialogue est tout à fait utile parce qu'il faut sauver l'école, il faut sauver le système éducatif sénégalais, même pour permettre à ce système éducatif, qui est un système éducatif de référence, de pouvoir jouer son rôle. Parce que vous savez que le Sénégal a une école de référence. Il faut donc continuer à renforcer les capacités de référence de l'école sénégalaise, à renforcer le système éducatif, à le valoriser pour permettre au système éducatif de constituer le tremplin et le moteur de la croissance de demain du peuple sénégalais dans un monde en compétition. Et je crois que si on n'a pas un système éducatif performant, bien évidemment, l'avenir du Sénégal peut être compromis dans un monde en mutation. Pourquoi l'enseignement est un fardeau lourd pour les régimes qui se succèdent au Sénégal? Mais vous savez que l'enseignement est un fardeau lourd dans tous les pays. Mais vous savez, aujourd'hui, on parle tout le temps de taux de croissance en économie. On parle de développement des infrastructures. Mais ce qui demeure important et qu'il faut savoir, la première infrastructure dans un pays qui se respecte, c'est l'infrastructure éducationnelle. La deuxième infrastructure qui doit être dans un pays qui se respecte, c'est l'infrastructure de la santé. Mais quand on parle de ce binôme, la santé et l'éducation dans un pays comme le Sénégal, on a l'impression de dire que ouais, le 40% du budget national va à l'éducation nationale. C'est comme si on donnait de l'aumône à des enseignants. Mais sans la formation, sans l'éducation nationale, comment notre pays peut aspirer à être demain un pays de progrès, un pays de développement, un pays à croissance, de bien-être social? Mais ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de reconsidérer la position de l'État par rapport à l'école. L'école doit être au premier rang des préoccupations d'un État qui veut sauvegarder son avenir, qui veut protéger sa jeunesse et qui veut mettre en exergue ses potentialités économiques et sociales dans le cadre de la globalisation en Afrique et dans le monde. Je crois que le Sénégal a ses potentialités et je crois que aussi le gouvernement doit tout faire pour qu'ensemble avec les syndicats, retourner à la table de négociation et sauver l'école. Vous savez que le 15 juin prochain, le mercredi prochain, les enseignements. Le 15 juin prochain, oui, c'est le bac technique. Mais c'est dans moins d'une semaine. Alors, est-ce qu'on va saboter le bac technique, compromettant ainsi l'avenir de la jeunesse de ce pays-là? Le 8 juillet prochain, c'est le bac général. Je pense que la crise a atteint son paroxysme et j'en appelle à la responsabilité du président et je l'exhorte
à demander au gouvernement de travailler et de s'asseoir avec les enseignants pour trouver des solutions. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, dans une crise, qui a tort ou qui a raison. Nous ne pouvons pas dire que le gouvernement va faiblir parce que les enseignants ont gagné. Non, personne ne gagnera dans ce combat que le Sénégal. Personne. Et celui qui doit perdre aussi, ce sera le Sénégal. C'est pourquoi nous devons éviter de nous tirer à Huyadia dans un contexte de crise et accepter de retourner à la table de négociation pour comprendre la réalité de la volonté des enseignants à rentrer dans le droit. Mais également, le gouvernement peut avoir une autre approche de ces accords qu'il a déjà signés et consentis. C'est pourquoi... Mais comment on peut avoir une année invalide? Parce que les enseignements n'ont pas été respectés. Non, je pense que vous ne comprenez pas l'aspect de la grève. Oui. Les enseignants enseignent. C'est la rétention de notes et le boycott d'un certain nombre de fonctionnalités. Ils tiennent même des AG et des grèves générales. Mais la grève, elle n'est pas cyclique comme ça se faisait dans le temps. Mais ce qui demeure important, aujourd'hui, on est arrivé au paroxysme de la crise. Il faut retourner à la table des négociations. Et je pense que le gouvernement a suffisamment le sens de la responsabilité pour sauver cette année, pour permettre à l'école de redescendre encore dans sa vraie dimension d'école de développement, d'école de progrès, d'école pour la survie du système éducatif national. Et nous devons tout faire, nous peuples sénégalais, puisque l'affaire de l'école, ce n'est ni l'affaire du gouvernement, ce n'est ni l'affaire des Sénégalais, c'est l'affaire de la communauté nationale. C'est pourquoi nous n'allons ménager aucun effort pour qu'ensemble, dans la diplomatie, dans la sérénité, faire retourner les deux parties à la table des négociations pour sauvegarder l'outil fondamental de développement de notre pays, qui est l'outil infrastructurel de l'éducation. En tant que leader de l'opposition, n'avez-vous pas l'impression d'avoir été un peu attentiste face à cette crise qui a un peu perduré? Mais vous savez que nous avons beaucoup fait. Bon, c'est vrai que moi je suis un homme d'action, mais aussi je suis un homme de diplomatie. Depuis le début de cette crise, nous avons entrepris beaucoup de démarches. Mais bien évidemment, ce n'est qu'aujourd'hui, quand nous savons que malheureusement tout a échoué, qu'il nous paraît important que la classe politique, les forces vives de la nation se mobilisent pour qu'ensemble avec le gouvernement, ensemble avec les syndicats, qu'on puisse s'asseoir sur une table et trouver des solutions à même de sauver l'école sénégalaise. Même si les années se suivent, se succèdent et se ressemblent. C'est ce qu'il faut terminer. C'est pourquoi, de manière définitive et irréversible, il faut terminer le cycle chronique de perturbation de l'école sénégalaise. Et cela ne passe que par des négociations sérieuses, par des négociations qui tiennent en compte les intérêts des enseignants, mais également qui tiennent en compte les potentialités et les limites budgétaires du gouvernement. Mais cela doit se faire dans une ambiance de compréhension, dans une ambiance de maintien, non seulement d'une sérénité, à même de protéger les intérêts supérieurs du Sénégal. C'est ça qui est important et je pense que le gouvernement est capable de le faire. Les enseignants sont prêts à répondre à la main tendue éventuelle du gouvernement et nous allons tout faire pour qu'ensemble, aider le gouvernement et les enseignants à se retrouver sur la table de négociation et afin que le problème de l'école sénégalaise soit définitivement endigué et que les grèves cycliques dont vous faites référence puissent se terminer et que le système éducatif sénégalais puisse, dans un cadre de valorisation, dans un cadre de développement, puisse continuer à servir de poumon et de levier du développement économique social de notre pays. Vous parlez de main tendue du gouvernement, mais elle vient avec des réquisitions et même des enseignants auditionnés au niveau des commissariats de police. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut arrêter les intimidations, il faut arrêter la confrontation. Je crois que de cette confrontation, le gouvernement ne gagnera absolument rien. Les enseignants ne perdront pas grand-chose. Celui qui perd, c'est le pays, c'est le Sénégal. Celui qui perd, c'est le peuple sénégalais. C'est inadmissible. C'est pourquoi il faut arrêter ces réquisitions, il faut arrêter ces intimidations, il faut arrêter la logique de la confrontation. S'asseoir sur la table du dialogue. Le Sénégal, on parle du dialogue justement, mais quelle bonne tribune pour justement montrer les dispositions du gouvernement à dialoguer avec une frange du peuple sénégalais, qui n'est pas une frange la moins importante, c'est le système éducatif sénégalais. C'est pourquoi je pense que s'il y avait un dialogue sérieux que le gouvernement devrait préconiser, c'est d'abord régler ce problème-là. Nous sommes prêts à nous investir dans ce cadre de dialogue pour régler un des problèmes clés et un des problèmes moteurs de l'avenir de notre pays, c'est le développement du système éducatif national dans un cadre de valorisation, dans un cadre de développement, dans un cadre d'harmonie en relation avec les perspectives que nous voulons inscrire pour le développement de notre pays. Oui, Président Malick Gakou, nous en venons à votre domaine, l'économie. L'État veut lancer les crédits budgétaires nécessaires au lancement du programme Puma. Après le PSE, le PUDC et les Promovilles, les Puma feront-ils l'affaire? Mais vous savez, j'ai tellement parlé du PSE que j'ai plus envie d'en parler. En réalité, vous savez que le PSE, le plan Sénégal émergent, le plan Gabon émergent, le plan Côte d'Ivoire émergent, tous ces plans reposent sur un triptyque des institutions de Bretton Woods. C'est la croissance économique, la gouvernance démocratique, c'est aussi le développement humain. Qu'est-ce que le PSE apporte de nouveau par rapport au plan Gabon émergent, par rapport au plan Côte d'Ivoire émergent? Mais absolument rien. Je crois que le PSE
a deux faiblesses majeures. Lesquelles? Et la première faiblesse du PSE d'abord, c'est l'inarticulation de ses ambitions par rapport au développement de l'industrie locale, développement des PME, PMI. Vous savez que depuis que le PSE a commencé à être appliqué au Sénégal, oui, près de 400 entreprises ont été fermées selon le patronat. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que 90% des marchés du PSE sont réalisés par des investisseurs étrangers. Vous vous rendez compte, dans un contexte d'économie où on a une économie dominée par 95% d'entreprises étrangères, puisque vous savez qu'aujourd'hui, les banques sont entre les mains des étrangers, les assurances sont entre les mains des étrangers, le BTP est dominé par les étrangers. Aujourd'hui, vous n'avez pas de capitaine d'industrie, vous n'avez pas de PME, PMI sénégalaise qui fonctionne. Mais bien évidemment, à quoi sert le PSE? Si le PSE doit juste construire des ponts, construire des routes, en tuant l'économie sénégalaise à travers ces PME, PMI, mais bien évidemment, le PSE ne servira pas qu'à renforcer la dépendance économique du Sénégal par rapport à l'étranger. Personne ne développera le Sénégal si ce n'est pas les Sénégalais. C'est le constat qui est fait. Mais ce n'est pas un constat, c'est une réalité. Regardez, dans tous les domaines d'application et d'articulation du PSE, vous ne voyez que des entreprises étrangères. Mais c'est là inadmissible. Est-ce que les Sénégalais ne sont pas capables de construire des routes? Est-ce que les Sénégalais ne sont pas capables de construire des ponts? Est-ce que les Sénégalais ne sont pas capables de construire des universités? Mais non, le peuple sénégalais a du génie, a du talent. Les Sénégalais ont de la capacité créatrice. Mais bien évidemment, si vous mettez des marchés sans appel d'offres et que vous le donnez aux entreprises qui ont des moyens, alors que vous ne mettez pas vos entreprises dans les conditions d'avoir des moyens, bien évidemment... Ils ont des problèmes, elles ont des problèmes, ces entreprises sénégalaises, pour subventionner à ces appels d'offres. Bien naturellement. Bien naturellement. En fait, le problème de fond, c'est que le gouvernement actuel ne croit pas à l'entreprise sénégalaise. C'est ça le problème. Le gouvernement actuel ne croit pas au génie économique du Sénégal. Nationale. Mais bien, il n'y a pas de préférence nationale. Aujourd'hui, pour développer l'économie d'un pays comme le Sénégal, qui est un pays de créativité, qui est un pays d'engagement, qui est un pays de mobilisation, qui est un pays de génie, il faut faire confiance aux capitaines d'industrie sénégalais. Les Sénégalais sont capables de développer le pays. Bien évidemment, nous ne vivons pas en autarcie. Il faudra mettre les conditions pour que le peuple sénégalais se mobilise autour de son économie, pour que l'entrepreneur sénégalais se mobilise autour de son économie. Mais bien évidemment, nous avons besoin d'ouverture, nous avons besoin de consolidation. Mais la première consolidation commence d'abord par la mise en exergue de toutes les potentialités nationales avant de compter sur le développement porté par l'extérieur. C'est la raison pour laquelle le PSE, en dehors du fait qu'il va tuer l'entreprise nationale, parce qu'il a fini de tuer les PME et PMI sénégalaises, le PSE va renforcer la spirale d'endettement de notre pays. Est-ce que vous voyez combien le Sénégal croît dans son niveau d'endettement depuis 4 ans? Mais c'est exponentiel. Vous ne pouvez pas considérer que le Sénégal... On peut avoir des chiffres. Mais aujourd'hui, on est presque à 60% du PIB. Mais c'est là inadmissible. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'UEMOA a raison de fixer le taux d'harmonisation d'endettement à 75% du PIB. Mais c'est là inadmissible. Mais comment un pays peut s'endetter jusqu'à 75% de son PIB? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays-là hypothèque son avenir. Ça veut dire que ce pays-là, à travers l'encours de la dette, va hypothéquer largement son budget. Mais c'est là inadmissible. Je pense que le niveau d'endettement du Sénégal est excessif. Je pense que le PSE va continuer à renforcer la spirale d'endettement du Sénégal. Le PSE va continuer à tuer l'entreprise sénégalaise. Le PSE va continuer à ne pas avoir confiance au génie créateur du peuple sénégalais. Et le PSE va continuer à ne pas avoir conscience que sans capitaine d'industrie sénégalais, le Sénégal et son économie... Comment peut-on parler de croissance dans ce contexte? Mais il n'y a pas de croissance. La preuve... 6%? Mais la croissance, on dit aujourd'hui, il y a 6% de croissance. Mais vous savez ce qu'on doit dire aux Sénégalais? Ce n'est pas de leur dire qu'il y a 6% de croissance. Ce n'est pas de leur dire qu'en 2018, on prévoit 8% de croissance. Bien évidemment. Mais cette croissance, elle est importante du point de vue économique. Oui. Ce n'est même pas une question de validation. Le problème de fond, la croissance doit être ressentie dans le bien-être social des populations. Quelle est cette croissance qui n'a pas de desiderata, qui donne au peuple sénégalais la manière de bien vivre, qui donne au peuple sénégalais une plus-value dans son bien-être social, et qui donne aux Sénégalais une perspective de fin de la crise et de la précarité et de la pauvreté. N'est-ce pas l'argent circule comme le souligne le chef de l'État? Mais l'argent circule où? Ce n'est pas un problème de circulation de l'argent, c'est un problème de travail. Il faut remobiliser ce pays-là vers le travail. Il faut faire confiance au génie national. Mais également, il faut faire en sorte que les Sénégalais puissent avoir du revenu. Ce n'est pas le fait de dire que j'ai fait des ponts, j'ai fait une université. Non. L'économie, ce n'est pas le budget. L'économie, ce n'est pas de la comptabilité. L'économie, c'est une vision claire des perspectives que nous voulons inscrire dans un pays
pour créer les synergies et les bases de son développement économique et social. Ce n'est pas seulement de dire que j'ai fait des ponts, j'ai fait ceci. Et c'est l'une des faiblesses du PSE. Le PSE devait pouvoir nous dire, mais c'est quoi l'émergence du Sénégal? Et dans 5 ans, quelle est la partie de cette émergence que nous allons atteindre? Dans 10 ans. Et d'ailleurs, je pose la question de savoir où sont aujourd'hui les 9 milliards 685,6 milliards promis dans le plan d'action prioritaire du PSE? Où sont aujourd'hui les 2500 milliards promis aux régions à travers les conseils des ministres décentralisés, etc., etc. Ce gouvernement est un gouvernement de propagande. Et bien évidemment, sur ce plan, le gouvernement a du talent, mais dans la réalité, la croissance économique n'induit pas la croissance du bien-être social des populations. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, la réponse que les Sénégalaises et les Sénégalais attendent du gouvernement, c'est de nous dire à quand la fin de la crise, c'est à quand la fin de la précarité, c'est à quand la fin de la cherté de la vie, c'est à quand les industries qui se développent. C'est quand est-ce que nous allons mettre en exergue nos potentialités économiques. Et voyez-vous encore une fois une autre faiblesse du PSE. Vous savez que le Sénégal est un pays de tourisme, le Sénégal est un pays de pêche, le Sénégal est un pays d'agriculture. Mais alors, dans quel secteur, parmi ces 3 secteurs, le Sénégal a eu des performances? Ces domaines sont les priorités même du PSE. Mais vous savez, être la priorité par la parole ne veut absolument rien dire. Tous les milliards du PSE vont ailleurs que dans ces domaines. Aujourd'hui, un cultivateur, pour avoir un tracteur, il faut donner la moitié de 7 millions. Où est-ce que le cultivateur sénégalais va trouver 7 millions? Dans quel domaine de l'agriculture le gouvernement a-t-il des performances? On nous parle d'autosuffisance en riz, mais on continue à importer toujours 1 million de tonnes de riz par année. On continue à importer de l'oignon, on continue à importer tous les produits. Vous allez sur la table de la ménagère au Sénégal, mais tout est pratiquement importé. C'est là inadmissible. Et nous avons la vallée, nous avons la vallée de l'Anambé, nous avons des terres cultivables, nous avons des terres qu'on peut irriguer. Le Sénégal, c'est un pays de cultivateurs. Nous avons un génie de cultivateurs, nous avons des capacités agricoles, nous avons une industrie agricole familiale très forte. Oui. Le Sénégal a des potentialités à même de lui permettre de développer son agriculture. Mais vous voyez, le tourisme ne marche pas, la pêche ne marche pas et l'agriculture ne marche pas. Donc, dans quel secteur vous pouvez créer et régénérer les énergies et les synergies à même de permettre aux Sénégalais d'avoir des revenus? Mais dans aucun des secteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faudra recorriger le PSE et remettre l'agriculture à sa vraie place de moteur de la croissance et du développement économique et social de notre pays. Justement, près d'1 an après sa mise sur pied, le PUDC a-t-il boosté l'économie des zones rurales? Mais vous savez, c'est dans la même logique. Et toutes les politiques qui découlent du PSE sont des politiques qui, à mon avis et à mon sens, bien évidemment, peuvent contribuer à mettre en place des infrastructures par-ci par-là, mais ne régleront pas les problèmes de l'économie du Sénégal. Quand on parle de l'économie, on parle bien évidemment de la croissance. Mais la conséquence de la croissance, c'est le bien-être social des populations. Et aujourd'hui, depuis 4 ans que le PSE est appliqué, mais les Sénégalais sont de plus en plus pauvres. Depuis 4 ans que le PSE est appliqué, la pauvreté s'agrandit au Sénégal. Oui. Donc on peut même dire que la courbe de croissance du pays va crescendo avec la courbe de croissance de la pauvreté et de la précarité. C'est pourquoi le PSE est un plan qui ne va pas conduire le Sénégal vers un Sénégal de bonheur, un Sénégal du bien-être social et un Sénégal d'une croissance à même d'apporter aux Sénégalais une émergence à même de leur permettre de satisfaire à leurs besoins fondamentaux. Quand la Banque mondiale dévoile la tromperie des informations financières du Sénégal, quel crédit allez-vous accorder à ces taux de croissance avancés? Mais vous savez que déjà en Afrique, il y a un grand problème en ce qui concerne la comptabilité des entreprises. Déjà qu'au niveau de la comptabilité publique, il y a des problèmes. Donc, a fortiori, dans la comptabilité des entreprises. Mais je crois que ça, c'est un phénomène qu'on peut dénoncer même dans les pays développés. Vous savez que les entreprises, quand elles sont en difficulté, cherchent toujours à créer des mécanismes à même de leur permettre d'avoir un certain nombre d'équilibres. Oui. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de permettre à ces entreprises d'être performantes. L'essentiel, c'est de permettre à ces entreprises de créer de l'emploi. C'est au secteur privé national d'être le moteur de la croissance économique et sociale de notre pays. Si le secteur privé porte la croissance, le gouvernement doit accompagner le secteur privé à créer la croissance. Ce n'est que par cela que nous allons avoir de l'emploi. Et en ayant de l'emploi, on va avoir des revenus et on va avoir des perspectives. Oui, vous parlez tantôt des problèmes même notés au niveau du secteur du tourisme. À cause de la réciprocité des visas, le Sénégal devra casquer plus de 12 milliards pour payer à l'entreprise qui était soumissionnaire Big Togo. Au moment de la signature de ces accords, vous étiez membre du gouvernement sénégalais. Que pensez-vous de cette histoire-là? Oui, mais vous savez que d'abord, je considère que dans un monde ouvert, dans un contexte où le Sénégal a besoin de ressources, particulièrement de devises, je n'ai jamais compris pourquoi on doit instituer des visas au Sénégal. Mais l'institution des visas au Sénégal a fait perdre au Sénégal
plus de 12 milliards. Vous savez que pendant ces années-là, personne ne venait au Sénégal. Pourquoi? On a évoqué des raisons de sécurité. Mais on a d'autres raisons qui font que nous devons protéger notre tourisme. Nous devons faire en sorte que, profiter de notre climat subtropical pour que les touristes viennent en masse au Sénégal. Mais bien évidemment, avec ce blocage constitutif de la manière dont on a mis en place les visas, bien, les touristes ne venaient plus au Sénégal. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, durant la première année, on a été obligé de dire aux tour opérateurs d'amener quand même le touriste sans visa. Mais c'est cette politique, mauvaise politique, qu'il faut d'abord dénoncer. Et les conséquences de cette mauvaise politique ont été vraiment désastreuses pour l'économie sénégalaise. Oui. C'est la raison pour laquelle le tourisme aujourd'hui vit en jachère, le tourisme vit d'énormes difficultés. Et depuis ce moment, le tourisme ne pourra pas se relever, pas si vite. Alors, c'est ça le plus important aujourd'hui. Donc ce n'est pas demain... Mais ce n'est pas demain la veille que le tourisme va se relever. Ah oui. Puisque tous ceux qui ont prévu de venir au Sénégal, mais vous savez qu'en Europe et ailleurs, mais les gens planifient leurs vacances. On ne peut pas aller dans un pays avec des tracasseries pour avoir des visas, alors qu'on peut aller plus loin, ou bien un peu moins loin, en dépensant moins d'argent. Déjà que notre destination est très chère, déjà que nous n'avons pas une attractivité en termes de tourisme, en termes d'offres touristiques. Maintenant, si on y ajoute les visas, et en plus de la cherté des billets d'avion, et bien évidemment, personne ne viendra au Sénégal. Je crois que c'était une erreur d'avoir mis en place la politique des visas au Sénégal. Oui. D'ailleurs, c'est heureux que le gouvernement l'ait reconnu et pour enlever les visas. Maintenant, enlever les visas et ensuite payer encore 13 milliards à l'entreprise, je pense que cette entreprise devrait qui a fait perdre au Sénégal des milliards, devrait dédommager le gouvernement du Sénégal, dédommager le peuple sénégalais et non pas recevoir... qui devrait dédommager l'État du Sénégal. Mais parce que, vous savez, à cause de cette mauvaise politique, le Sénégal a perdu beaucoup d'argent. Bien évidemment, aujourd'hui, le gouvernement devrait pouvoir être en mesure de quantifier les pertes, mais ce qui demeure constant, c'est que la politique des visas a fait perdre au tourisme sénégalais son crédit et a été une contrainte supplémentaire qui fait qu'aujourd'hui, le tourisme sénégalais va encore rencontrer des difficultés énormes. Et le pire des cas, on devrait casquer plus de 12 milliards. Mais bien évidemment, je pense que c'est une affaire à éclaircir. Je pense que le gouvernement doit éclaircir cette question. Oui. Et je pense que le gouvernement aussi doit tout faire pour que la question de cette indemnisation, injustifiée certainement, puisse être réglée au grand profit des intérêts du peuple sénégalais. Oui, sur le plan sécuritaire, des failles ont été décelées dans notre dispositif. Cela vous inquiète-t-il dans ce contexte? Mais vous savez que nous sommes un petit pays et sans grands moyens. Donc c'est tout à fait normal que dans notre système sécuritaire, que nous n'ayons pas un système sécuritaire parfait. Oui. Déjà, les pays, les grands États, les États-Unis eux-mêmes, ont à subir des attaques terroristes. La France récemment. Donc ce n'est pas un problème d'avoir un faux orgueil en pensant que quand on dit que notre système sécuritaire a des défaillances, qu'on a des problèmes. Non, il faut l'accepter. C'est des critiques, à mon avis, positives qu'il faut en tenir compte et permettre au Sénégal de les corriger et de se mettre dans un système sécuritaire. Réfuté quand même par le directeur général de la police nationale, Oumar Mal. Mais vous savez, moi, je pense que nous avons une très bonne police. Nous avons des hommes de loi de grande qualité. Je pense que nous croyons à leur capacité de sécurité, nous croyons à leur capacité en tant que force publique pour maintenir l'ordre et la sécurité dans ce pays-là. C'est la raison pour laquelle nous leur faisons confiance. Mais naturellement, il faut prendre les critiques positivement et améliorer le système de sécurité à même de protéger davantage les Sénégalais. Oui, Président Gakou, 267 partis politiques pour 13 millions d'habitants. À ce stade, faudrait-il continuer à délivrer les récépissés ou bien stopper, voire assainir le milieu? Mais ça aussi, c'est une question de débat entre la classe politique, puisque bien évidemment, on sent tous qu'il y a une pléthore de partis politiques, mais bien évidemment, il faudra corriger cette pléthore. Mais je pense que ce n'est qu'à travers des discussions entre la classe politique qu'on peut arriver à trouver les moyens, les voies et moyens les plus appropriés afin de réduire ce nombre pléthorique de partis politiques au Sénégal. Oui. Je pense qu'il y a trop de partis politiques au Sénégal et qu'il faut nécessairement trouver un mécanisme à même de nous permettre d'avoir un assainissement adéquat par rapport à la vocation des partis politiques et par rapport surtout à leur rôle qu'ils doivent jouer par rapport au développement de notre pays. Oui, en perspective pour 2017, envisagez-vous un compagnonnage avec d'autres formations politiques en vue des législatives? Vous savez, nous sommes un parti démocratique. Je pense qu'aujourd'hui, le grand parti, depuis sa création, depuis moins d'1 an, je suis en train de sillonner le Sénégal, les départements. J'ai déjà fait 10 régions du Sénégal et je remercie d'ailleurs les Sénégalais que j'ai eu à rencontrer durant mes tournées. Et je les remercie pour leur enthousiasme, pour leur mobilisation, pour leur engagement au sein du grand parti. Je pense que nous sommes aujourd'hui à l'étape de massification de notre parti. Nous sommes à l'étape de vente des cartes. Nous sommes à l'étape de la mise en place de nos structures. Je pense qu'une fois qu'on aura terminé cette étape d'ici le mois de juillet, le grand parti va se réunir, appréciera la situation et nous allons déterminer si nous allons seuls aux prochaines élections ou en coalition. Mais je pense que le plus important, c'est le déterminant de base qui fonde notre décision, c'est les intérêts supérieurs du Sénégal. Si nous pensons que
pour régler les problèmes du Sénégal, il faut aller en coalition, mais nous allons aller en coalition. Si nous pensons que seuls nous devons y aller pour régler les problèmes du Sénégal, mais nous irons seuls aux élections. Mais ce qui demeure important, c'est une décision qui ne va pas tarder à arriver, juste après la première phase de la vente des cartes qui se termine le 31 juillet prochain. Un couplage des élections, vous l'attendez? Mais couplage de quoi? Cette possibilité. Mais vous savez, il faut respecter le calendrier républicain. On ne peut pas, d'année en année... D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de stabilité par rapport à la confiance qu'il doit y avoir entre les acteurs politiques. Mais qui va coupler les élections? Qui va décider du couplage des élections? On a un calendrier républicain, il faut le respecter. Le Sénégal est une vitrine de la démocratie en Afrique et dans le monde. Je pense que pour être une vitrine et continuer à être cette vitrine, pour qu'elle ne se craque pas, il faudra quand même qu'on respecte le calendrier républicain. Une vitrine qui organise beaucoup d'élections parce qu'en moins de 4 ans, on a eu une présidentielle, des législatives, des élections locales, un référendum et maintenant on s'achemine vers des législatives, encore une fois. Oui, mais vous savez, c'est le propre des démocraties. Je pense qu'il arrivera un moment où il faudra peut-être harmoniser le calendrier électoral, mais cela aussi ne peut procéder que sur la base de négociations au sein de la classe politique et sur la base aussi des intérêts supérieurs de la nation. Parce que la classe politique ne peut pas aussi décider ex nihilo de décaler ou de renvoyer des élections comme ça. Le gouvernement ne peut pas le faire. Ce qui demeure important, je pense que les élections législatives doivent se tenir en 2017 et continuer à tenir le calendrier républicain. Et après cela, le peuple sénégalais appréciera s'il faut maintenant renforcer la valorisation d'une harmonie beaucoup plus simplifiée des procédures électorales, à même de nous permettre de faire une élection tous les 4 ans. Le scandale des impôts impayés par l'Assemblée nationale fait rage. L'homme qui est derrière cette révélation, Ousmane Sonko, demande la démission du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Êtes-vous d'avis? Mais vous savez, moi, tout ce que je dirais de l'Assemblée nationale, on va penser à mon ancien parti. Mais donc c'est pourquoi je ne peux pas parler de démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je sais, par contre, et je le dis avec pertinence, je pense que l'Assemblée nationale est une assemblée difficile. Et aujourd'hui, une assemblée dont tout le monde s'accorde à dire que c'est l'assemblée la plus difficile de toute l'histoire politique la plus de notre... nulle même de l'histoire. Je ne peux pas le dire. Du Sénégal, on en parle. Je ne peux pas le dire, mais ce qui demeure constant, le constat est là. Et je pense que l'Assemblée nationale gagnerait à renforcer sa crédibilité, gagnerait à renforcer son rôle moteur de l'expression la plus absolue de notre démocratie. C'est pourquoi je pense que l'Assemblée doit régler ce problème et se mettre en exergue de sorte que ce genre de difficultés ne puisse plus être traversé par cette institution majeure de la vie de notre démocratie. Des sanctions? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il appartient à l'Assemblée nationale, aux députés, il appartient au gouvernement, il appartient au président de la République de tirer les conséquences de cette situation. Mais ce qui demeure important pour moi, c'est de jeter un regard sur l'avenir afin de faire de notre Assemblée la vitrine de notre démocratie, de faire de notre Assemblée vraiment une Assemblée de référence. Et c'est ça le plus important pour le peuple sénégalais. Le président Niasse que vous avez côtoyé durant des années, est-ce que c'est le même homme que vous aviez? Vraiment, permettez-moi de ne pas porter de jugement de valeur sur un homme aussi majestueux, mais je pense que le plus important pour moi, comme je l'ai dit tantôt, c'est de ne pas personnaliser le jeu politique, et c'est de parler des institutions. Et nous devons avoir des institutions fortes, des institutions démocratiques, des institutions qui mettent en exergue les intérêts supérieurs du Sénégal face aux défis de l'avenir. C'est ça le plus important et c'est vers à quoi notre action s'inscrit au sein du Grand Parti. Puisqu'on est au Sénégal, un pays qui a ses réalités, lors du Khoy 2006, les saltigués ont prédit 2 candidats qui pourront déchoir le président Macky Sall à la tête du Sénégal. L'un d'entre eux, est-ce que c'est Malick Gakou? Je n'en sais rien du tout. Moi, de toute façon, je sais une chose. Comment enseigner le président Sagna et comment enseigner aussi mes parents, c'est que le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Vous savez, moi, je ne me suis jamais réveillé en disant que je serais président du Sénégal, en disant que, oui, nécessairement, il faut que je sois président. Vous savez, nous sommes des hommes politiques. Notre rôle et notre vocation, ce n'est pas seulement d'être président d'un pays, mais nous sommes des acteurs politiques. Nous faisons de la politique pour le Sénégal. Nous faisons de la politique pour les intérêts supérieurs du peuple sénégalais. Mais nous ne faisons pas de la politique pour des postes, pour être DG, pour être ministre, etc. Moi, je n'en fais pas. Je pense que si je me bats tous les jours dans le cadre de mon parti politique, c'est pour servir le Sénégal. Maintenant, le pouvoir, je suis un musulman, je suis un croyant. Je crois que pour être président, c'est Dieu qui décide de celui qui doit être le président en 2019. Et Dieu l'a décidé depuis longtemps. Mais donc, ce n'est pas pour ça que je me fatigue. Moi, je me fatigue pour régler les problèmes du Sénégal au quotidien. Je me bats pour être à côté du peuple sénégalais et ce peuple-là souffre dans la précarité et la pauvreté et c'est ça l'essence de mon action politique. Oui, dans vos paroles, vous faites souvent référence au président Famara Ibrahima Sagna. Est-ce à dire que vous mettez une croix sur votre compagnonnage avec le président Moustapha Niasse? Non, mais je n'ai pas mis de croix. Il n'y a pas de comparaison. Je pense que j'ai été à côté du président Moustapha Niasse, à côté de qui j'ai beaucoup appris. Mais Famara Sagna m'a formé, ce n'est pas la même chose. Mais je n'ai aucun problème pour apprécier positivement ce qui a été fait dans l'AFP à travers ma formation.
et je n'ai aucun complexe aussi à le revendiquer. Mais je parlais de ma formation en tant qu'homme, je parlais de ma formation professionnelle. C'est pourquoi ma référence absolue, c'est Famara Ibrahima Sagna. Oui, vous êtes un ancien ministre des Sports. L'équipe A du football s'est qualifiée pour la CAN 2017. Présentement, on joue l'Euro en France. Que vous inspire le sport sénégalais? Mais vous savez, moi, j'ai été ministre des Sports et j'avais décliné à l'attention du gouvernement sénégalais le programme 12-24. L'Euro se tient en France. En 1998, la France a gagné la Coupe du Monde. En 1984, la France a organisé l'Euro encore. Combien de fois la France peut-elle organiser des compétitions de cette nature? Combien de fois l'Allemagne peut-elle organiser des compétitions de cette nature? Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique se tient au Gabon. Il y avait Gabon-Guinée équatoriale. À quand nous allons organiser notre Coupe d'Afrique des Nations? Vous savez, aujourd'hui, nous venons de nous qualifier. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour féliciter la Fédération sénégalaise de football, féliciter nos Lions et les encourager à aller gagner la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de participer, puisque c'est notre énième participation à une CAN. Quelque part, ce serait une utopie de gagner en cette qualification. Mais non, mais pourquoi vous dites que ce n'est pas une utopie? Le Sénégal on l'a tenté à plusieurs reprises. Mais justement, je pense que le Sénégal a les potentialités de gagner cette Coupe d'Afrique. Il faudra mettre les joueurs dans les conditions, il faudra mettre la fédération dans les conditions, il faudra mobiliser le peuple sénégalais autour de l'équipe nationale pour qu'enfin qu'on gagne la Coupe d'Afrique. Mais ce n'est pas ça le sens de ma réflexion. Vous savez que la politique sportive, comme la politique économique, comme la politique sociale, mais doit être tributaire d'une vision. Ce que nous avions voulu faire quand nous étions ministre des Sports, c'était que le Sénégal puisse en 2022 organiser autant de Coupes d'Afrique et même une Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que simplement, pour l'organiser, qu'est-ce qu'il faut? Des infrastructures, il faut des routes, il faut des stades, etc. etc. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est construire des stades, c'est préparer le Sénégal demain à organiser de grandes compétitions. Vous vous rendez compte qu'en Afrique, chaque fois qu'un pays, même dans le monde, organise en général une compétition de cette nature, vous vous donnez les moyens de gagner au moins la compétition. On vous donner beaucoup plus de chances de gagner la compétition. C'est la raison pour laquelle le Sénégal aujourd'hui, quand nous allons organiser aujourd'hui une Coupe d'Afrique des Nations, depuis 1992, le Sénégal n'a pas organisé une Coupe d'Afrique. Alors que nous sommes un peuple sportif. Qu'est-ce qui pose problème à ce niveau? Parce qu'on n'a pas les infrastructures nécessaires. On ne se donne pas les moyens d'organiser cette Coupe d'Afrique. Et la réfection des stades par les Chinois? Vous pensez que c'est pas avec des stades, vous pensez que c'est avec des stades réfectionnés qu'on peut acquérir une compétition internationale d'envergure? Vous voyez, quand le stade Léopold Sédar Senghor a été suspendu, mais on n'avait même plus où jouer, il fallait jouer à l'étranger. Donc ça veut dire quoi? On n'a même pas de stade aux normes internationales capables d'abriter dans notre pays des compétitions de cette nature. Alors qu'aujourd'hui, dans chaque région du Sénégal, on devrait avoir un stade multidimensionnel, multifonctionnel, de nature à accueillir une compétition internationale. Oui. C'est pourquoi la vision de la politique sportive devrait d'abord être articulée autour de la formation. Également, nous devrions avoir aujourd'hui, en France, vous avez Clairefontaine, nous avons le CNEPS de Thiès ici. Mais qu'est-ce qui se fait au CNEPS de Thiès? Vous pensez qu'on peut avoir des sportifs de haut niveau sans formation? Vous pensez qu'on peut avoir des sportifs de haut niveau sans infrastructure? Non. Mais c'est pourquoi la vraie vision de la politique sportive doit être articulée autour des objectifs que nous voulons atteindre en termes de sport. Le sport aujourd'hui est un moteur économique. C'est un levier économique extrêmement important. C'est pourquoi le sport aussi, en tant que levier de développement, en tant que levier de croissance, devrait contribuer au renforcement du PIB de notre économie nationale. Oui, on voit souvent dans l'arène sénégalaise parce que vos parrainages au niveau des combats de lutte étaient vus et suivis par tout le monde. Pourquoi cette absence? Non, vous savez, moi je suis un sportif dans l'âme. Parce que je suis un jeune Sénégalais, j'ai tout fait pour le sport de mon pays. Et avant de parrainer des combats de lutte, comme vous dites, j'ai toujours été dans le sport, dans le football particulièrement. J'ai été président de club pendant 10 ans. J'étais membre de la Fédération sénégalaise de football. Donc, je pense que j'ai tout fait pour le sport de mon pays et je continuerai à tout faire pour le sport de mon pays. Oui. Maintenant, la lutte sénégalaise est un sport très convoité dans la banlieue, dont je suis ici, parce que je suis de Pikine et de Guédiawaye. Donc, je pense que c'est tout à fait normal que j'accompagne mes jeunes frères de la banlieue, parce que la lutte aussi est notre sport national. Et je pense que c'était mon devoir de contribuer au rayonnement et à la promotion de la lutte sénégalaise. Maintenant, j'ai tourné la page. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place la Fondation Maternité Solidaire. Vous savez qu'au Sénégal... Donc 2500... vous allez abandonner la lutte? Mais bien, moi je ne suis pas un lutteur, je ne suis pas aussi un promoteur de lutte. Moi j'accompagne les sports de mon pays, j'ai accompagné à un moment donné l'athlétisme, j'ai été un acteur du football sénégalais. D'un moment donné, j'ai été un acteur très important de promotion de la lutte sénégalaise. Maintenant, je pense que cette page est tournée. J'ai tourné la page du sport simplement parce que j'ai décidé, dans le cadre de ma vie, de consacrer mon énergie en dehors de mon action politique et de mon travail à la sauvegarde de la femme sénégalaise, à la sauvegarde de l'enfant sénégalais. Parce que vous savez, oui, j'ai créé avec d'autres Sénégalais, oui, très méritants, la Fondation Maternité Solidaire. Pourquoi? Où Parce en êtes-vous?
Vous savez qu'aujourd'hui au Sénégal, 2500 à 3000, peut-être même plus, de femmes meurent en donnant la vie, comme ma propre mère. Mais cela est inadmissible. Vous savez, on est au XXe siècle. Pendant qu'on parle de CMU, pendant qu'on parle d'autres choses, je pense qu'il est important que les populations, que le Sénégal, que le gouvernement, que la société civile, que les forces vives se mobilisent autour de ce fléau. Puisque perdre chaque 4 heures une femme en accouchement, c'est inadmissible dans un pays comme le Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'à côté de l'État, qui fait certainement des efforts pour l'atteinte des OMD dans ce domaine, à côté des ONG, nous devons mettre en place des fondations, des associations et l'action citoyenne pour venir juguler ce fléau qui gangrène la vie des femmes au Sénégal. N'est-ce pas la fondation Servir le Sénégal est là pour ça? Mais non, vous savez, moi je ne sais pas pourquoi la fondation Servir le Sénégal est là. De toute façon, je salue la marraine parce que de toute façon, toutes les fondations ont pour vocation d'aider. Et je pense que celle-ci aussi devra naturellement contribuer à aider les femmes à ne plus mourir en donnant la vie. Et je pense que s'il y a quelque chose à faire dans ce domaine, toutes les fondations devraient mobiliser leurs forces et leur énergie afin d'atténuer la souffrance des femmes sénégalaises à travers la mortalité maternelle. Un compatriote, l'ex-président de l'I2AF, Lamine Diack, un appel pour l'aider à payer sa caution. Je pense que c'est un geste très généreux de Mamadou Goumbala, mais je pense que le président... Êtes-vous prêt à répondre à cet appel? Mais vous savez, ce sont des actions diplomatiques. Vous savez que moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ce pays, mais je n'ai pas besoin d'exposer ce que j'ai fait sur les plateaux de télévision. Je pense que Goumbala a eu raison d'avoir un cri de cœur pour Lamine Diack, pour le président Lamine Diack, qui est une personne de référence. Et je pense que le gouvernement du Sénégal est en train de faire des efforts. Les sportifs doivent se mobiliser ensemble pour montrer à la communauté internationale que Lamine Diack est un digne fils du Sénégal, que Lamine Diack est un fils important pour le Sénégal. Et c'est pourquoi la liberté de Lamine Diack, sa dignité sont à préserver. Et c'est pourquoi je pense que c'est un appel important à qui il faut donner toute la dimension. Avez-vous bénéficié de ces largesses? Mais vous savez, j'ai eu jamais à bénéficier de largesse du président Lamine Diack. Mais ce n'est pas pour ça, pour autant que cette affaire ne m'intéresse pas. Au contraire, c'est justement parce que d'ailleurs cette affaire m'intéresse, parce que je suis un sportif. Je suis un des fils aussi de Lamine Diack, comme tous les sportifs de ce pays, de ma génération. Nous l'avons toujours pris comme une référence et il continuera à être une boussole pour nous. C'est la raison pour laquelle les difficultés auxquelles il se trouve confronté, nous devons les affronter avec lui et lui permettre de retourner au Sénégal, auprès de sa famille, pour continuer encore une fois à nous donner et à nous prodiguer des conseils sages. Oui, souvent on voit ne pas répondre aux attaques des politiques. Pourquoi cette posture? Mais vous savez, moi je ne suis pas, comme le disait le général de Gaulle, je ne fais pas de la politique à la corbeille. Moi, la politique, c'est un sacerdoce pour servir mon pays. Je ne fais pas de la politique du tessenté. Politique pour s'insulter, pour des invectives. Ça n'a pas de... La politique, c'est la force des idées. Ce n'est pas une force physique. Sinon, ceux qui ont de la force physique n'ont qu'à aller dans les arènes de lutte. Je pense que vous ne m'avez jamais entendu et vous ne m'entendrez jamais répondre à des invectives. Puisque ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma vocation. Je respecte quand même les Sénégalais. On ne peut pas être devant les plateaux de télévision, être des hommes politiques et se tirer à Yaya sur des questions ou des querelles byzantines. Je crois que ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma vocation. Et je pense que si je fais de la politique qui est un sacerdoce, c'est pour servir le Sénégal. Et je ne parle pas de servir le Sénégal dans les insultes et dans les invectives. Pourquoi je ne réponds jamais sur les plateaux de télé et dans les studios de radio? Vous dites? Pourquoi vous faites rare sur les plateaux de télé et dans les studios de radio? Vous savez, moi je ne suis pas un homme bavard. Et vous savez, me disait toujours un sage, quand on sait beaucoup de choses, on parle moins. Et quand on respecte son peuple, on doit lui proposer des alternatives de sortie de crise. Dans ce pays, tout le monde souffre. Dans ce pays, tout le monde vit dans la précarité. Moi, je suis de la banlieue. Allez chez moi à Guédiawaye. Vous vous rendrez compte que nous vivons dans la totale parfaite précarité. Dans un pays comme cela, où les gens souffrent, les gens ont d'autres choses à faire que de vivre dans les invectives. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas rare dans les plateaux. Chaque fois qu'il faut parler de mon pays, chaque fois qu'il faut dire quelque chose pour mon pays, chaque fois qu'il faut dire quelque chose avec le peuple sénégalais, je suis prêt à le dire. Mais je ne suis pas prêt à tout dire à tout moment. Et je vous dis aussi qu'ici dans ce pays, il faut être une grande gueule pour être écouté en général. Moi, je ne suis pas une grande gueule. Je préfère servir mon pays dans la sobriété, dans l'humilité, dans la transparence, mais également dans la compétence. Et je pense qu'à cette matière, personne n'a rien à m'apprendre. Oui, un mot sur la CEDEAO, cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'elle a des perspectives, surtout pour développer ces pays? Vous savez qu'aucun pays aujourd'hui, dans le cadre de la globalisation, ne peut se développer sans une intégration assumée. Vous savez qu'au niveau de l'Union européenne, vous avez une intégration. Au niveau de l'Amérique, vous avez une intégration. Les pays asiatiques s'organisent. Et même intercontinentalement, les États s'organisent pour créer les flux commerciaux. L'a-t-on réussi en Afrique? Mais vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup de problèmes, bien évidemment. Mais la CEDEAO doit être un espace très viable, à même de permettre
une interperméabilité des économies suffisamment fluide pour que les industries, pour que le commerce, pour que l'agriculture, pour que tous les secteurs de l'économie puissent y trouver toute leur vitalité. Et c'est la raison pour laquelle c'est un organe d'intégration extrêmement important, à côté de l'UEMOA, qui devrait demain permettre à la sous-région d'avoir les bases de développement économique beaucoup plus intégrées et beaucoup plus harmonieuses. Une monnaie unique à l'horizon 2020? Pourquoi pas? Mais déjà, réglons les problèmes de la monnaie que nous avons, régler les problèmes du CFA, posons ces problèmes. Vous savez qu'en économie budgétaire que nous avons, parce que nous avons une économie budgétaire, on ne parle que du budget. Vous savez que le Sénégal, pour parler d'économie, il faut parler de taux d'intérêt, de taux de croissance, mais également parler de monnaie. La monnaie, c'est quand même un élément extrêmement important de l'économie. Mais on n'en parle pas parce que justement, on a un taux stable avec l'euro. Mais tout cela, c'est des questions qui méritent d'être posées pour se projeter dans une économie de développement, dans une économie de croissance, pour assurer le bien-être social de nos populations. Donc il va falloir enlever cette arrimation au niveau de l'euro. Bon, je ne sais pas s'il faut décrocher le CFA et enlever l'arrimage par rapport à l'euro, mais c'est une question qui doit être posée parce que le problème de fond et le substrat de cette question, c'est comment protéger les intérêts supérieurs de nos États face au monde. Comment protéger les intérêts supérieurs de nos États face aux mutations qui s'opèrent sur le contexte de la monnaie internationale et comment protéger aussi nos économies fragiles par rapport au commerce international. C'est ça les questions, mais ces questions, on doit se les poser si on veut mettre en harmonie notre économie dans le cadre d'une croissance mondiale. Votre dernier mot, Président Gakou? Je dois dire que voilà, nous avons parlé de beaucoup de paradigmes qui sont liés au Sénégal. Mais les Sénégalais ne rêvent même plus. Et aujourd'hui, le grand parti veut construire le rêve sénégalais. Vous savez que le Sénégal a des potentialités. Le Sénégal a des capacités. Le Sénégal a un génie national. Notre jeunesse a toutes les compétences, a toutes les potentialités pour faire de ce pays un pays de rêve, un pays de référence en Afrique et dans le monde. C'est pourquoi il faut redonner aux Sénégalais et aux Sénégalaises la capacité de rêver. Aujourd'hui, les Sénégalais ne rêvent même plus parce que pour rêver, il faut dormir. Et aujourd'hui, personne ne dort à cause de la précarité et de la pauvreté. Président Malick Gakou, je rappelle que vous êtes le leader du grand parti et vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Je vous remercie. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Aline Badara Ndiaye pour la réalisation, Oustaz Hassan Diouf pour la coordination, Ousseynou Sall pour la décoration et Ndella Mar pour les soins esthétiques. Excellente semaine à vous. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah.